Bonjour, je suis Maud Asler, psychologue clinicienne et préparatrice mentale, et je vais vous proposer plusieurs capsules dans ce programme de formation afin de vous apporter des clés et des outils pour vous accompagner vers le changement. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble plusieurs astuces que vous pouvez utiliser pour mieux gérer votre stress ou pour apaiser votre anxiété. Nous verrons dans un autre épisode que le stress peut constituer une résistance dans vos objectifs de perte de poids, par exemple. C'est pourquoi il peut être intéressant d'en comprendre les enjeux pour mieux le maîtriser. Donc, qu'est-ce que l'on met vraiment sous ce terme de stress? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps et dans notre cerveau lorsque ce stress devient un problème? Le stress, c'est un phénomène d'adaptation naturelle, nécessaire, qui est dans notre corps en réaction à notre environnement. Par contre, lorsque ce stress est prolongé, il se transforme en stress oxydatif. C'est-à-dire que l'organisme s'épuise et le cerveau aussi. Et ça va entraîner des grosses difficultés comme des problèmes de mémoire, de concentration. Lorsque ça perdure et que le stress devient chronique, il peut même engendrer des troubles plus conséquents, comme des troubles anxieux, comme de la dépression ou des addictions. Il est donc primordial de ne pas laisser s'installer ce stress. Le stress a un impact sur notre mental et notre corps, et il faut faire la différence entre le bon stress, celui qui consiste à relever des défis, comme dans le domaine du sport, comme lorsqu'on se présente à des examens, toutes ces situations où le stress nous permet de se surpasser. Et puis, celui qui nous aide à améliorer notre productivité également, à être plus créatif, à accentuer notre motivation. Et de l'autre côté, il y a le mauvais stress, celui qui nous limite, qui nous paralyse, qui nous empêche de dormir, celui qui provoque des anxiétés, des maux de ventre ou des maux de dos. Parfois, ça peut même provoquer de l'eczéma, ou des pertes de mémoire, des problèmes de concentration. Les sources du stress sont multiples. Ça peut être dû au travail, par exemple une cadence effrénée. Ça peut être dû à un examen ou à une compétition à venir. Ça peut être causé par des difficultés financières, etc. Et cela peut être aussi dû à un manque d'organisation, à du surmenage, à des autocritiques, des doutes à propos de soi, un manque de confiance en soi, une tendance à tout le temps anticiper le négatif. Autrefois, lorsque nous étions des hommes des cavernes, nous devions faire face à toutes sortes de dangers imminents. C'est pourquoi notre système nerveux, afin de nous protéger, à l'époque notamment des bêtes sauvages, nous prépare à l'attaque ou à la fuite, en accélérant notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle. Notre cerveau est alors inondé de cortisol, qui est l'hormone de l'action, qui est aussi l'hormone du stress. Donc dans cette situation, les battements du cœur s'accélèrent, la température du corps se modifie, la respiration est plus courte, et les symptômes du stress apparaissent comme étant l'oppression de la poitrine, la gorge serrée, la boule au ventre, les mains moites, etc. Et ça va entraîner une sidération de la pensée. Vraiment une difficulté à penser correctement et parfois même, ça peut donner des attaques de panique. Vous l'aurez bien compris, tous ces symptômes sont normaux en cas de danger. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre un danger réel, comme un chien qui est prêt à nous attaquer par exemple, et un danger perçu, un danger qui est pensé, qui est imagé, comme par exemple lorsqu'on va anticiper une situation. Si ce signal de danger il est trop fréquent, il n'y a pas de retour à l'équilibre. Alors il faut agir sur son mental et sur son corps pour calmer le stress. Comment faire? Eh bien, une astuce toute simple qui est inspirée de la psychologie positive. Il s'agit de mettre en place des comportements ressources afin de mieux gérer des émotions difficiles à vivre. Le stress, c'est bien souvent dû à un déséquilibre entre la contrainte du quotidien et les moments de plaisir, les moments pour soi. Donc, faites le plein d'émotions positives. La joie, le rire, les plaisirs sont autant de bonnes endorphines pour le cerveau qui vont contrer les effets délétères du stress et de l'anxiété. Alors, pour ça, je vous propose de faire une liste de tout ce que vous fait ressentir des émotions positives. Une liste de petits plaisirs simples, par exemple aller marcher dans la campagne ou en forêt, prendre un bain ou une longue douche relaxante, jouer à des jeux vidéo, manger un bon repas, faire une pause café, s'occuper de son jardin, faire un tour en voiture ou en moto, faire une bonne séance de sport et bien d'autres choses encore. Faites la liste de ce qui vous fait plaisir à vous, de ce qui vous fait vibrer. Et essayez d'ajouter ce genre de choses positives au quotidien. C'est-à-dire planifiez-vous des moments dans votre semaine où vous allez faire ces choses-là. Accordez-vous des créneaux particuliers pour votre bien-être. La seconde chose, c'est de cultiver la gratitude. En effet, nous savons que les émotions positives agissent sur notre état d'esprit et sur notre corps aussi.
Soyez conscient des bonnes choses qui vous arrivent et que vous avez autour de vous. Ne les considérez pas comme acquises, ne les considérez pas comme dues. Prenez le temps vraiment d'exprimer vos remerciements à ceux qui vous entourent, à vos amis, à vos proches. Soyez une personne reconnaissante. Vous pouvez par exemple tenir un petit carnet où chaque fin de journée, vous prenez quelques minutes pour noter des choses qui se sont passées ce jour-là et pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou également pour les éléments de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant également, qui sont importants pour vous et pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Un autre outil très efficace de gestion du stress, il s'agit de la respiration. C'est une astuce toute simple, mais vraiment efficace. Notre respiration s'adapte à notre activité, à nos efforts physiques, à notre sommeil, etc. Et elle envoie des informations constantes à notre cerveau. Des informations dont nous n'avons pas conscience la plupart du temps. Les odeurs, la température de l'air, les sensations physiques. Les neurologues ont observé l'influence de la respiration sur les manifestations du stress dans notre cerveau. Alors il est vraiment utile d'utiliser consciemment notre respiration pour agir sur notre système nerveux afin de diminuer ce fameux cortisol. Il existe de nombreuses techniques de respiration efficaces et vous trouverez des applications sur smartphone par exemple pour vous y aider. Ça peut être de la respiration abdominale, de la respiration d'ancrage, des techniques de respiration anti-panique aussi. Et là, on va s'arrêter plus particulièrement sur la technique de respiration en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une méthode respiratoire qui permet de réguler le rythme cardiaque en cas de stress ou de forte émotivité. Le but des exercices respiratoires, c'est de réguler la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire l'intervalle de temps qui sépare les battements du cœur pour envoyer un message au cerveau. De même que notre cerveau émotionnel influence notre cœur, celui-ci informe en retour le cerveau émotionnel sur l'état de notre corps. En cohérence cardiaque élevée, le message implicite est « tout va bien et nous sommes apaisés ». La cohérence cardiaque, c'est un élément important de la santé. Des études ont montré qu'elle améliore l'hypertension artérielle, l'asthme, les troubles de l'attention, l'anxiété et même les performances scolaires, en améliorant l'attention et en diminuant le stress. Alors comment pratiquer ? Vous trouverez de nombreuses applications gratuites pour smartphone. Le principe, c'est de respirer de façon lente et ample et de faire environ 6 cycles respiratoires par minute, c'est-à-dire 5 secondes à l'inspiration, qu'on ralentit plutôt, et 5 secondes à l'expiration, qu'on fait bien à fond, tout en faisant une transition souple entre l'inspiration et l'expiration. L'idéal, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour, environ 5 minutes, donc 3 fois 5 minutes en tout. Alors l'outil suivant dont je voulais vous parler, c'est la méditation. Depuis 20 ans, les scientifiques s'intéressent à mesurer l'impact de la méditation sur le rythme cardiaque, la tension, le niveau de stress et même sur la structure du cerveau. On sait maintenant que le cerveau est flexible, malléable et qu'il peut se modifier. La méditation s'apparente à la musculation. Quand on entraîne un muscle, il s'épaissit, il se renforce. De la même manière, quand on médite, la partie du cerveau responsable du sentiment de bonheur et du bien-être reçoit davantage de sang. Elle s'épaissit, elle se renforce et on passe plus de temps dans cette zone. Il a été prouvé que la méditation fait diminuer le stress, la frustration, la dépression et les douleurs. Et elle augmente le sentiment de bonheur, le développement de la patience, l'acceptation et la compassion. Alors il existe différents types de méditation et nous allons particulièrement nous centrer sur la méditation de pleine conscience. La méditation dite de mindfulness en anglais, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc elle consiste à prendre conscience de tout ce qui nous traverse, pensées, sensations, dans le but d'apprendre à être pleinement conscient de soi, des autres et de chaque instant. Lorsque l'esprit dérive sur des pensées parasites, il convient de prendre le temps de les observer et de les laisser filer sans jugement, sans changer quoi que ce soit. En fait, il s'agit juste d'observer. Nous passons beaucoup de temps à penser à autre chose qu'au moment présent. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir ou vers le passé. La méditation de pleine conscience nous enseigne à penser au présent et à ne pas manquer les moments de la vie. C'est vraiment une façon de profiter de chaque instant qui peut devenir une vraie philosophie de vie. Donc la méditation de pleine conscience, elle peut se pratiquer dans n'importe quelle position et dans n'importe quel lieu. Notre esprit peut être comparé à un océan agité par des vagues et des courants. Certaines zones sont comme des tourbillons vers lesquels nous sommes entraînés. Les ruminations obsédantes sur le passé, les soucis et les préoccupations pour l'avenir, la réactivation de souvenirs traumatiques.
Développer la pleine conscience nous permet de ne plus subir ces mouvements. Comme une barque ballottée par les flots, mais d'avoir un espace de recul et plus de liberté pour orienter la barque de notre attention vers d'autres horizons. La méditation de pleine conscience peut se pratiquer dans n'importe quelle position et dans n'importe quel lieu. Une pratique quotidienne va entraîner une meilleure gestion de nos émotions, de nos ruminations mentales, l'apport d'une paix intérieure, le développement de notre attention et de notre concentration, une réduction du stress et de l'anxiété, et une modification de notre rapport au monde. Ça peut paraître tout simple, mais il peut être utile au début d'avoir un enregistrement audio pour être guidé et pour que notre attention soit ramenée sur l'exercice quand elle divague trop. Vous pouvez trouver de tels enregistrements sur Internet ou dans le livre de Christophe André. Et vous pouvez aussi écouter les séances de méditation que je mettrai bientôt en ligne. Au début, il vaut mieux s'entraîner dans un endroit calme où vous ne risquez pas d'être dérangé, de couper le son de vos téléphones et d'être dans une posture agréable. Puis vous pourrez étendre peu à peu cette pratique dans la durée et surtout tisser des moments de pleine conscience dans votre vie quotidienne, en prenant un café, en vous brossant les dents, sous la douche, en marchant, etc. N'en attendez pas un bienfait immédiat. Vous serez souvent apaisé, mais vous aurez parfois du mal à vous dégager de pensées, d'émotions ou de sensations douloureuses. C'est l'entraînement qui vous fera du bien petit à petit. Et le fait même de soutenir votre attention sur une activité va vous rendre plus heureux que si votre esprit vagabonde. Et enfin, le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est l'hypnose. Dans la pleine conscience, vous apprenez à ne pas laisser votre imaginaire vous entraîner loin du moment présent. Maintenant, je vous propose aussi d'apprendre à utiliser cet imaginaire d'une manière utile et bénéfique. Une majorité de nos pensées et de nos actions sont automatiques ou involontaires et s'imposent à nous la plupart du temps. Cette partie de notre esprit catégorise le monde en fonction de notre vécu et automatise des comportements en réaction à cela. Parfois, ces anciens programmes sont maintenus même s'ils sont négatifs et dysfonctionnels, mais nous pouvons apprendre à reprogrammer notre cerveau autrement avec l'hypnose. L'état d'hypnose est une dissociation entre la partie volontaire, réfléchie de notre esprit, et la partie inconsciente, involontaire et intuitive. En état d'hypnose, nous sommes plus attentifs à notre monde intérieur, à notre imaginaire. Il vous est déjà certainement arrivé d'être tellement absorbé par vos pensées que vous oubliez votre environnement en l'espace d'un instant. Comme un moment où vous étiez dans la lune, où vous avez laissé votre esprit s'évader, vous n'entendez pas vraiment ce qui se disait autour de vous, comme si le temps s'était presque arrêté. Captivé par un livre ou un film et vous oubliez le temps qui s'écoule ainsi que votre environnement. Quelqu'un vous parle et vous devez faire un retour vers le réel. Ce sont des états d'hypnose spontanés. C'est la même chose lorsque vous prenez votre voiture et que vous commencez à rouler pour aller à un endroit et que vous vous rendez compte, presque arrivé à cet endroit, que vous n'avez pas du tout fait attention au chemin. Votre cerveau était en mode pilote automatique. Et si beaucoup de personnes s'imaginent encore que l'hypnose est magique, nous savons maintenant que cet état de conscience modifié est naturel et s'observe sur notre cerveau. En état d'hypnose, la perception interne se réorganise et la perception externe diminue. C'est ce qu'on appelle un état d'absorption. Une perception du temps qui est différente, une attention interne qui est accrue et une dissociation, être ici et en même temps ailleurs. Alors utiliser l'hypnose permet donc de contrôler nos émotions, de gérer le stress et l'anxiété et de modifier des comportements dont nous ne voulons plus. Vous pouvez apprendre l'auto-hypnose de différentes façons, avec des séances enregistrées, par exemple sur YouTube, auprès d'un professionnel de santé aussi. Et vous pouvez également pratiquer les séances que vous trouverez sur notre site, sur cette plateforme, celles que je mets à votre disposition dans ce programme, qui vous aideront à gérer votre stress. Et voilà, ce podcast est fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.